mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Alors ça, c'est encore un autre truc. Les milieux autorisés, vous y êtes pas, vous, hein. Bonjour à toutes et tous, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro d'On s'autorise à penser, OSAP. Le 10 juin 2023, lors d'une manifestation qui commémorait les 10 ans du meurtre du jeune militant antifasciste Clément Méric par des skinheads, est apparue une nouvelle banderole, un nouveau nom, le nom de Tzedek, collectif décolonial juif dont je reçois aujourd'hui 2 des membres, Élie Dupré. Bonjour. Bonjour, et Jonathan Rufzan. Salut. Pour la publication de ce livre signé Tzedek qui s'appelle « Lutter en rupture, lutter en solidarité » aux excellentes éditions Premier Matin de novembre que j'ai découvertes pour ma part en lisant la traduction qu'elles ont donnée il y a quelques années de l'autobiographie d'Assata Shakur, cette militante des Black Panthers qui a échappé à la répression aux États-Unis et qui a vécu en exil caché plus de 30 ans à Cuba avant de disparaître paisiblement il y a peu de temps. Merci à tous les deux d'être ici pour présenter ce qui est en quelque sorte un bilan de l'existence de ce collectif juif décolonial Tzedek. Après donc à peu près 2 ans et demi, vous racontez dans le livre comment l'idée de la formation de Tzedek est venue. C'était, je crois, dans une sociabilité de stand à la fête de l'UMA, à l'automne 2022, mais je vous laisse peut-être raconter ses débuts et puis en venir rapidement à l'identité de ce groupe. Qu'est-ce que c'est que Tzedek ? Ouais. Et effectivement, en fait, on est de base, on est 3 ou 4 personnes à être issues de l'Union juive française pour la paix, dont je suis également membre, enfin dont je suis également adhérent, et avoir eu une discussion sur la volonté de créer un autre collectif juif décolonial, pas seulement en opposition au sionisme, qui fait quand même partie de notre colonne vertébrale, mais plus généralement pour porter une voix juive antiraciste et donc anti-impérialiste et antifasciste depuis la France, où s'exerce un racisme d'État, notamment une islamophobie qui se matérialise par des lois d'exception ou à l'encontre des exilés, où on assiste régulièrement à des morts de personnes noires, de jeunes hommes noirs et arabes dans les quartiers populaires qui n'obtiennent pas justice. Et du fruit de ces conversations... en fait, le fruit de ces conversations, c'était effectivement de croiser d'autres personnes juives qui étaient sur la même ligne politique que nous à ce stand à la fête de l'UMA, qui a regardé également une émission qui s'appelle Parole d'honneur, dans laquelle on intervenait déjà assez régulièrement. Et puis, de fil en aiguille, le projet a un petit peu mûri. De base, on pensait rester plutôt vraiment de l'ordre d'un tout petit groupuscule à faire de la production de pensée théorique, principalement sur Parole d'honneur, écrire des communiqués, et des articles. Et puis, après, dès notre première apparition, on a déjà reçu des messages de soutien de personnes juives ou non, mais qui en tout cas se reconnaissaient à travers la ligne politique qu'on voulait porter. Et entre-temps passe l'été, donc forcément forcément un peu moins d'activité. Et puis arrive le 7 octobre, où là, on commence à être de plus en plus sollicité par le nombre de personnes qui veulent adhérer, nous adresser des messages de soutien. Certaines d'entre elles choisiront de rejoindre Tzedek des mois, voire des années plus tard. Et voilà, maintenant, on est aujourd'hui plus de 300 adhérents. Peut-être qu'on peut revenir sur le nom quand même, pour expliquer son sens. Et puis aussi, peut-être que vous pouvez revenir sur les différences avec l'Union juive française pour la paix, que tu as mentionné à l'instant. Parfois, certains d'entre vous appartiennent aux 2 organisations, mais il y a une distinction entre les 2. Oui, tout à fait. Alors, Tzedek, ça veut dire justice en hébreu. Et c'est vrai que c'est un nom qui nous a semblé correspondre un peu à l'idée qu'on se faisait de ce que devait être notre ligne politique. Notamment, comme Jonathan le rappelait, même si on ne se positionne pas exclusivement sur la question du sionisme, la question du sionisme occupe quand même une part importante. Et vis-à-vis de tous ceux qui
se drape parfois, c'est pas du tout le cas de l'UJFP, hein, mais qui se drape parfois dans une idée un peu dépolitisante de la paix pour porter un discours sur la question du sionisme. Nous, ça nous a semblé important de mettre en avant plutôt l'idée de justice, et considérant que sans justice, et sans que justice nous soit rendue au peuple palestinien notamment, il n'y avait pas réellement de paix possible. Tout le monde est pour la paix, hein. Oui, évidemment. Y compris les oppresseurs, y compris les éradicateurs. Vous citez à un moment donné le mot, à mon sens, scandaleux, à vos yeux, scandaleux du rabbin Haïm Korsia, je crois, à l'été 2024, qui dit qu'il faut qu'Israël termine le travail pour qu'on puisse enfin instaurer la paix. La paix, c'est pas une valeur en soi, tout dépend des conditions de la paix. Elle peut être complètement oppressive, elle peut régner sur un cimetière aussi. Mais il y a la paix et la pacification, et ce sont deux choses différentes. C'est pour ça que, comme le rappelait Jonathan, nous, on se sent très redevable vis-à-vis de l'UJFP, qui a pendant de longues années été une organisation qui a incarné une voix juive dans les mouvements, dans l'antiracisme politique qui était en train de se développer, notamment dans les années 2000. Mais c'est vrai que l'UJFP met vraiment au cœur de son action, est né vraiment de cette question du sionisme, et que nous, à l'origine, même si l'actualité, on a un peu décidé autrement, elle nous a poussé à essentiellement nous positionner depuis 2 ans sur la question de la Palestine. Nous, c'est vraiment à partir d'une lecture de l'antiracisme, volonté de participer de cet antiracisme politique qui s'était développé dans les années 2000 et 2010 qu'on voulait s'inscrire. Je vous cite, j'ai noté en vous lisant, en schématisant, dites-vous, l'UJFP est antiraciste parce qu'antisioniste. C'est-à-dire qu'en fait, elle est née, elle s'est développée à partir des années 90 en relation directe avec la situation en Palestine. Oui. Alors que Tzedek, je poursuis la citation, est antisioniste parce qu'antiraciste. Donc c'est dans l'autre sens. C'est la réflexion sur l'antiracisme politique et en fait donc sur l'antiracisme décolonial qui est à l'origine de la constitution de Tzedek. Et toute la première partie du livre, on peut peut-être revenir là-dessus, précisément, porte sur l'héritage de l'antiracisme politique, mouvement auquel Tzedek appartient et qui a pris son essor, vous le rappelez, à partir des années 2000 seulement, qui a pris la suite d'un autre type d'antiracisme dont vous ne cachez pas les échecs, voire les compromissions. Ça fait penser, bien sûr, d'abord à la triste histoire de SOS Racisme. Oui, bien sûr. Une petite précision quand même aussi. Je pense qu'une des différences fondamentales entre l'UJFP et nous, c'est un aspect communautaire qui est plus revendiqué et aussi une non-mixité. C'est-à-dire que l'Union juive française pour la paix est très, très majoritairement composée de personnes juives, mais une personne qui n'est pas juive peut y adhérer, ce qui n'est pas le cas chez Tzedek. Et nous, il y a un lien, il y a une dimension spirituelle pour un certain nombre d'entre nous qui est extrêmement importante. On a un axe qui est militant, mais on a aussi un axe qui est culturel. Ça se traduit notamment par l'organisation de ciné-clubs, de concerts, comme on l'a encore fait récemment pour fêter la sortie du livre, ou comme on l'avait fait pour fêter nos 2 ans, et aussi l'organisation de choses sur lesquelles on ne communique pas forcément publiquement, parce qu'on pense que c'est plutôt de l'ordre de l'intime, comme l'organisation de Shabbat, qui sont de plus en plus récurrents dans différentes villes. Mais pour faire le lien avec l'antiracisme politique et justement revendiquer l'héritage de l'UJFP, ce qui a fait à titre personnel que j'ai adhéré à l'UJFP, c'est que lorsqu'il y avait des manifestations contre les violences policières, notamment dans des quartiers populaires, pour soutenir des familles qui avaient été endeuillées par un meurtre de la police, lorsqu'il fallait se positionner sur des questions simples comme celle de l'islamophobie d'État, comme toutes les polémiques qui portaient notamment sur la question du port du voile et j'en passe, l'Union juive française pour la paix était la seule organisation juive qui était présente. Et nous, on s'inscrivait aussi dans cet héritage qui était de lutter contre la hiérarchisation des formes de racisme, en partant du principe que toutes les racialisations, même si elles ont leur singularité, émènent quand même d'un processus qui est directement lié à l'histoire coloniale et dans laquelle en fait la France a joué un rôle qui est prépondérant. Tzedek, contrairement à l'UJFP, tu l'as dit, c'est un collectif qui n'est pas mixte. C'est-à-dire que c'est un collectif juif parce qu'il y a une dimension sinon religieuse, puisque tu spécifies que tous les adhérents de Tzedek, en revanche, ne sont pas nécessairement croyants, en tout cas culturel, en tout cas un rapport à la tradition juive qui caractérise le groupe. Il y a un lien direct, évidemment, avec cette notion d'antiracisme politique et décolonial. C'est-à-dire qu'il s'agit aussi de cultiver une identité, non pas évidemment raciste ni raciale, mais culturelle.
Absolument. En fait, c'est aussi, je pense, le fait de cultures politiques qui sont un peu différentes entre les militants de l'UJFP et nous. C'est-à-dire que je pense que l'UJFP, telle qu'elle s'est constituée, était vraiment l'héritière de cette tradition qui a eu lieu à gauche aussi d'un certain assimilationnisme. Il y a une forme d'assimilationnisme bourgeois à la République, la laïcité, etc. Mais il y a aussi une forme d'assimilationnisme à gauche, c'est-à-dire la dissolution des identités particulières dans la lutte pour le prolétariat. Et c'est, je pense, une tradition qui était très, très présente dans la gauche radicale et dans l'extrême gauche. Et c'est vrai qu'avec notamment toutes les pensées décoloniales issues premièrement de l'Amérique latine, mais avec l'antiracisme politique tel qu'il s'est développé en France, il y a eu aussi une critique de plus en plus importante de cette forme d'assimilationnisme, ou en tout cas de cette forme de blanchiment, de dissolution dans la blanchité, et la volonté peut-être de se détacher d'une vision un peu assimilationniste, laïciste de ce que pouvaient être nos identités. Moi, je dissocierais quand même pas l'UJFP de l'antiracisme, de l'antiracisme politique. Aujourd'hui, voilà. Non, puis, et même de manière générale, je pense que ça a été la première organisation juive à s'inscrire dans ce mouvement politique, avec une centralité de la question palestinienne qui était revendiquée, comme son nom l'indique, puisqu'elle s'est créée autour de ça. Et sur la question d'identité, moi, je dirais plutôt des identités au pluriel. Oui. C'est justement en fait ce qu'on essaye d'exprimer, c'est des judéités qui sont en lien plus ou moins direct avec le judaïsme, qui en est à l'origine, mais qui se traduisent aussi par aussi une volonté de recherche, peut-être même de réinvention, étant donné qu'elles sont malheureusement très menacées par le sionisme, qui tente à faire d'elles, au pluriel justement, une forme monolithique qui serait grosso modo liée à une pseudo-civilisation judéo-chrétienne qu'on récuse. Et c'est aussi ce qui est intéressant, c'est que parmi les personnes qui sont chez Tzedek, on exprime nos judéités de différentes manières. Elles sont issues grosso modo pour le coup d'au moins 4 voire 5 continents, si on regarde la composition de nos membres. Et quelque chose qu'on va chercher à valoriser, je pense, de plus en plus par la suite, ça va aussi être de les mettre en avant et de renouer avec elles au pluriel. Tout à fait. Après, je pense aussi qu'on a à cœur de se garder de ce qui peut être une tentation un peu folklorisante ou fétichiste, auto-fétichiste vis-à-vis de ce que pourrait être l'identité juive. La réalité, c'est que l'histoire est passée par là, que par exemple pour ce qui est de la culture yiddish a été détruite par la Shoah. On a été pris dans un processus, les juifs en France, de blanchiment massif, de ralliement massif à la blanchité. Et donc il s'agit à la fois de porter un discours critique de ces processus sans pour autant fantasmer des identités, de restaurer des identités qui sont bel et bien englouties. C'est un équilibre qui est parfois un peu difficile à trouver, mais dans une ligne sur laquelle on essaie de se situer. On retrouve là vraiment la problématique de l'antiracisme politique, qui est en fait, au fond, une critique non réactionnaire de la modernité, au fond. La modernité qui serait l'abandon, finalement, de toute une série d'héritages, de traditions comme aliénants, liés aux religieux, qui s'opposeraient à l'émancipation individuelle. Laisse en place en réalité une forme de vide qui est parfait pour le néolibéralisme, les seules valeurs étant le productivisme et le consumérisme. J'ai noté, en vous lisant à ce sujet, ce passage, vous dites « sont juifs celles et ceux qui ont été racisés comme tels par l'antisémitisme, et la judéité peut être définie comme une race sociale ». Donc lecture en termes d'antiracisme politique, de l'histoire du 19e et du 20e siècle, et de la constitution d'une judéité moderne, inséparable en réalité de l'antisémitisme. Et vous poursuivez en disant, pour autant, et c'est en cela que l'approche de Tzedek est plus spécifiquement décoloniale, nous portons également une critique du processus de blanchiment, tu disais le mot à l'instant, nous portons également une critique du processus de blanchiment qu'ont subi les populations juives dans le cadre de la modernité européenne. Ce blanchiment était du reste l'objectif affiché des politiques d'assimilation mises en œuvre en France à la suite de la Révolution, puis appliquées sur des modalités diverses dans les pays européens. C'est-à-dire que l'exemple de la France en 1791 avec l'octroi de la citoyenneté française aux Juifs, qui est un peu le grand modèle, qui était la grande référence notamment des élites qu'on appelait israélites en France sous la Troisième République, parfaitement intégrées, parfaitement assimilées. Ça a eu aussi
entre autres pour effet une forme d'évidement de la judéité. Tout à fait, c'était une forme de dissolution dans la communauté nationale et donc en particulier ces derniers temps avec la revendication de plus en plus massive et réactionnaire de l'idée de laïcité. C'est vraiment ça qui est à l'œuvre. On voit comment aujourd'hui cette idée c'est la formule de Clermont-Tonnerre au moment où la citoyenneté a été conférée aux Juifs par la Révolution française, mais il faut tout donner aux Juifs en tant qu'individus et rien en tant que nation. On voit comment cette idée qui avait du sens à l'époque par rapport au contexte, et aujourd'hui massivement reprise, notamment pour mettre en place des politiques racistes et islamophobes. Donc il faut avoir, je pense, un regard critique sur ce processus, sur cette idée de constitution d'une communauté nationale dans laquelle se dissolveraient toutes les identités particulières, d'autant qu'on a bien vu que cet assimilationnisme a largement échoué, dans un premier temps avec l'affaire Dreyfus, et évidemment un peu plus tard avec la collaboration et la Shoah. Oui, puis ça a aussi pu s'inscrire dans un moment dans un schéma contre-révolutionnaire qu'on a vu notamment avec la création et l'application du consistoire, où en fait l'État met aussi la mainmise d'une certaine manière. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, le consistoire qui est donc en lien direct avec l'État français, qui avait été mis en place par Napoléon, afin que justement cette idée qu'en fait les Juifs et les Juifs, pour faire partie de la nation, doivent quand même mettre leur judéité au second plan avant leur sentiment d'appartenance nationale, comme si les deux étaient naturellement antinomiques. Ce qu'on retrouve uniquement pour les Juifs et pas pour les autres minorités, même si à l'époque la question s'est posée notamment pour les protestants aussi. Et d'ailleurs, la référence aux politiques napoléoniennes vis-à-vis des Juifs avec la création du consistoire pour un peu mettre au pas les Juifs est une référence qui est ouvertement revendiquée par Gérald Darmanin, qui dit qu'il faut faire la même chose aujourd'hui avec les musulmans. Et bon, on sait ce que ça peut vouloir signifier. Oui, son idée d'islam de France, c'est exactement ça en fait, c'est de créer une institution qui serait directement dépendante de la République, et on se doute on se doute que les personnes qui seraient susceptibles de porter ce projet s'inscrivent elles-mêmes dans une volonté d'accepter le conditionnement islamophobe de l'État derrière. Quand on voit comment le même Darmanin parle des Juifs dans son livre sur Napoléon, on ne sait pas vraiment si c'est lui qui l'a écrit, il l'a peut-être relu quand même au moins, il y a un passage qui est complètement antisémite, qui endosse complètement le point de vue bonapartiste sur les Juifs, c'est-à-dire un point de vue profondément raciste, les Juifs étant les méfaits des Juifs, que le nouveau statut de Bonaparte auquel ce nouveau statut doit pourvoir, étant lié à leur vocation à l'usure, etc. C'est absolument désarmant. C'est ça, il loue explicitement le fait que Napoléon ait restauré l'ordre public que les Juifs mettaient en danger par leur pratique de l'usure. C'est ce qu'il écrit dans son livre. Est-ce qu'on peut revenir sur cette notion typique de l'antiracisme politique, mais qui peut un peu choquer éventuellement à l'extérieur de l'antiracisme politique, quand on n'est pas familier de cette réflexion-là, cette notion de blanchiment, de processus de blanchiment qui aurait profondément affecté la judéité, la place des Juifs dans les sociétés du Nord, et en France en particulier. C'est un peu l'une des idées centrales développées par l'antiracisme politique, c'est que les races sociales existent, c'est-à-dire sont des processus de racialisation qui existent, des rapports de domination particuliers dans lesquels le blanc est le dominant, de la même manière que l'homme est dominant dans le rapport patriarcal et le bourgeois est dominant dans le rapport capitaliste. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas d'essence des races, évidemment, ce sont des constructions historiques et politiques, et les Juifs ont été racialisés en Europe à partir notamment de la Reconquista espagnole de 1492, avec les lois sur la pureté du sang qui visaient les Juifs d'Espagne convertis et les exclus d'un certain nombre de positions dans la société. Et les musulmans. C'est-à-dire qu'en réalité, on avait beau s'être converti à la religion obligatoire, on n'en restait pas moins pas comme il faut, quoi. Et donc là, il y a vraiment la question du racisme, il y a vraiment l'insinuation du racisme dans la constitution des identités. C'est les prémices du racisme de la modernité européenne. Tout à fait. Et qui, évidemment, se construit en parallèle de la colonisation des Amériques et donc de la construction du racisme et notamment de la négrophobie scientifique. C'est vraiment une époque centrale pour comprendre ça. Donc, il y a ces processus de racialisation qui sont en œuvre, mais c'est des processus de racialisation qui peuvent
peuvent évoluer. Par exemple, c'est quelque chose qui est peut-être pas très connu, mais dans le cadre de la colonisation de l'Irlande par l'Angleterre, les Irlandais étaient considérés comme des non-blancs par les Anglais, même si, évidemment, pas au même degré, notamment que les Noirs. Et pas que, hein, d'ailleurs, ils étaient interdits dans la plupart des commerces américains aussi, lorsqu'ils ont fui la famine anglaise. Hein. Il y avait écrit sur un certain nombre de commerces que ces commerces ou ces bars étaient interdits aux chiens, aux Noirs et aux Irlandais. Or, il est évident qu'aujourd'hui, les Irlandais sont sortis de ce statut de non-blanc dans la plupart des pays du monde, même si la question de la colonisation de l'Irlande n'est pas tout à fait, évidemment, résolue. Mais de la même manière que ces statuts sont mouvants, les Juifs, notamment à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah, ont été progressivement intégrés, on pourrait dire déracialisés, et le statut qu'occupe un juif aujourd'hui dans la société française est incomparable avec celui qu'il pouvait avoir à la fin du 19e siècle ou évidemment dans les années 40. C'est ce processus-là qu'on appelle blanchiment, c'est-à-dire le fait de sortir de ce statut de minorité raciale, un processus qui n'est pas encore achevé. Les juifs ne sont pas encore des blancs absolument à part entière, il y a un certain nombre de choses qui les concernent de ce point de vue-là, mais le statut des juifs n'est par exemple aujourd'hui en France pas le même que celui des personnes noires, des musulmans, des roms, etc. Et vous montrez aussi parce que... Pardon, vous montrez que ça a un prix, que ce blanchiment, il a un prix et qu'il est inséparable du sionisme. La question du sionisme, qui est au centre de la deuxième partie du livre. Non seulement du sionisme, hein, mais au-delà du sionisme, il y a aussi toute l'offensive islamophobe et de manière réactionnaire qui l'accompagne. Et justement, la condition, en fait, je pense qu'il y a vraiment une spécificité dans la question juive actuelle, qui est que ça reste un processus de racialisation dans la mesure où, en fait, sinon, on parlerait pas des juifs et des juifs comme d'une minorité intégrée, comme ça a été le cas pour un certain nombre de vagues d'immigration européenne, chrétienne et blanche, qui aujourd'hui n'occupe absolument pas l'espace public, alors que la question des judéités, de la hiérarchisation des formes de racisme et j'en passe, est aujourd'hui centrale. Et quand on parle de blanchiment, il y a aussi toute l'aliénation qui l'accompagne et qui est elle-même un danger pour les juifs et les juifs. Moi, l'exemple qui me vient en tête, par exemple, c'est la facilité avec laquelle Éric Zemmour et Marine Le Pen ont pu se pavaner lors de la marche soi-disant contre l'antisémitisme du 12 novembre, hein, qui était littéralement une réponse aux manifestations de solidarité envers la Palestine. Et aujourd'hui, en fait, reconnaître le fait qu'une partie malheureusement non négligeable de certains juifs et juives prennent l'extrême droite sérieusement comme un rempart face à la France insoumise et grosso modo par extension aux exilés, à une horde arabo-musulmane venue islamiser la France. C'est malheureusement des discours qu'on entend. Aujourd'hui, certains juifs et juifs ont voté pour un parti qui s'appelle Reconquête, dont la référence historique est quand même littéralement l'éradication du judaïsme et de l'islam. Et quand on parle de blanchiment, c'est aussi toute l'aliénation que ça produit, que ça produit derrière, et qui va malheureusement les mettre en première ligne d'une confrontation face à la suprématie blanche. Ce qu'on observe aujourd'hui aux États-Unis. Par exemple, ce qu'on observe aujourd'hui aux États-Unis, c'est qu'il y a une montée de l'antisémitisme qui est énorme, qui accompagne l'élection de Trump, dont on ne parle quasiment pas. Hein. Si vous remarquez d'ailleurs la hausse de l'antisémitisme qui accompagne aujourd'hui l'affaire Epstein, une recrudescence qui est terrible du complotisme et j'en passe, n'est absolument pas médiatisée parce qu'elle n'est pas instrumentalisée à des fins réactionnaires. Et ça, pour moi, ça veut tout dire. Ça prouve aussi quel est le degré de sérieux dans la volonté de lutter contre l'antisémitisme. Disons-le clairement, l'État n'a rien fait pour lutter concrètement contre l'antisémitisme. Bon, et évidemment, de manière générale, contre le racisme ces dernières années. Pour reprendre le cas des États-Unis, on voit très bien, si on regarde de près, pas si on se limite au discours des médias mainstream, mais si on regarde de près, on voit très bien que le sionisme de Trump et des évangéliques qui le soutiennent s'accompagne en fait d'un antisémitisme virulent, sans contradiction en réalité. La contradiction n'est qu'apparente. C'est une forme d'instrumentalisation qui n'est pas du tout rassurante en réalité pour les juifs. Il y a deux phénomènes à l'œuvre, je pense, au sein de l'extrême droite états-unienne. Il y a d'une part le phénomène que tu décris, à savoir que les évangélistes, etc., par antisémitisme, vont soutenir le sionisme, parce que c'est une manière aussi pour eux de se débarrasser des juifs, de les faire quitter le territoire, et in fine, dans une perspective un peu millénariste, de faire advenir le retour du Messie.
qui brûlera tous les juifs le jour où il reviendra. Voilà. Mais ça, c'est secondaire. Donc, il y a évidemment ce phénomène-là, et en réalité, l'alliance entre le sionisme et des mouvements antisémites pour faire venir, pour que des juifs quittent les territoires sur lesquels ils sont pour qu'ils viennent s'installer en Israël, est un phénomène qui remonte à très loin. Donc, il y a ce premier phénomène, mais il y a aussi ce qu'on voit de plus en plus apparaître au sein de l'extrême droite états-unienne, c'est des positions extrêmement critiques vis-à-vis du soutien à Israël, avec l'idée que les intérêts états-uniens doivent prévaloir, doivent notamment sur ceux d'Israël, et c'est un peu tout le courant incarné par Tucker Carlson, Candace Owens, les conspirationnistes les plus frénétiques, et qui considèrent par exemple que Charlie Kirk s'est fait assassiner parce qu'il allait dénoncer Israël. Et c'est quelque chose qu'on retrouve actuellement sur toutes les polémiques, concernant la polémique qui accompagne le décès d'un militant, du militant nationaliste, dans lesquels en réalité à Lyon récemment, dans lesquels on observe par exemple l'action française prétendre que Quentin serait mort en réalité, serait mort pour Israël ou serait mort pour les Juifs, ce qui n'empêche malheureusement pas un certain nombre de personnalités juives, et pas seulement celles issues de l'extrême droite, de lui rendre hommage, et même d'appeler à des manifestations, voire même à dresser des comparatifs qui sont totalement hasardeux et extrêmement graves, puisque c'est une forme de révisionnisme de considérer que la mort d'Ilan Halimi puisse avoir un rapport avec celle de Quentin, ce qu'on entend malheureusement de la part de ces personnalités, ce qui est une dématérialisation totale de ce qu'est l'antisémitisme lui-même, pour le coup. Oui, on en est arrivé à une situation complètement folle, effectivement, avec la mort donc, de ce militant fasciste qui, je crois, en mai 2025, était à une manifestation néo-nazie. Il était à une manifestation du CNFM, et avec des néo-nazis. Il était proche de quasiment toutes les sphères néofascistes, qu'elles soient identitaires, qu'elles soient liées au GUT, qu'elles soient royalistes. Oui, néo-nazis, ouais. Ça rejoint ce que vous écrivez quand vous parlez de cette part significative des Juifs de France aujourd'hui qui est convaincue que la gauche représente pour elle une plus grande menace que l'extrême droite. Et ça nous amène à cette question très importante dans le livre de la situation des Juifs en France en relation avec la situation en Palestine et en relation avec l'attitude de la gauche, en tout cas de la gauche, LFI en particulier, principal parti, à l'égard de cette situation palestinienne. C'est une part importante du livre, me semble-t-il, toute la deuxième partie, qui se confronte donc à la question des liens entre sionisme et judéité aujourd'hui. Oui, en fait, c'est vrai que si on fait deux instantanés entre la situation des Juifs en 1945 et la situation des Juifs aujourd'hui, où on peut avoir quelqu'un comme Klarsfeld qui dit qu'au second tour, il voterait pour un candidat du Rassemblement national face à un candidat LFI, ça peut sembler sidérant qu'on en soit arrivé là. Et en fait, on ne peut pas comprendre ce qui s'est passé en l'espace de 80 ans si on ne prend pas en compte le rapport des Juifs au sionisme. C'est, je pense, l'adhésion de plus en plus grande des Juifs au projet colonial sioniste est absolument déterminant pour à la fois d'une part les faire se rallier donc à la blanchité, à la défense des intérêts de l'impérialisme occidentaux qui sont évidemment alignés sur les intérêts de l'État israélien, les a fait adhérer de plus en plus à des théories racistes vis-à-vis des Arabes, vis-à-vis des musulmans, etc. Et parallèlement à ça, les a fait s'éloigner des forces sociales qu'ils considèrent être hostiles aux intérêts de l'État israélien, au fur et à mesure qu'ils considèrent que les intérêts d'Israël étaient de plus en plus les leurs, c'est-à-dire la gauche, en particulier la gauche qui a pris fait et cause pour la Palestine, et évidemment l'antiracisme politique et le mouvement de solidarité avec la Palestine dans son ensemble. Et puis un élément qui est concomitant aussi, c'est quand même que la fascisation du sionisme, en tout cas des tendances fascistes du sionisme, sont devenues beaucoup plus hégémoniques. Je veux dire, c'est quelque chose qu'on observe. Le consistoire, la ligne du consistoire actuel, c'est pas la même que celle qu'il y avait avant. Le CRIF aujourd'hui, c'est pas le même CRIF que Théo Klein. Alors, le CRIF et le CRIF et le consistoire sont pas encore tout à fait sur la même ligne politique. Néanmoins, on a observé très récemment qu'à Marseille, la question d'inviter le RN au dîner du CRIF local se pose, et qu'en réalité, cette espèce de soupape de soi-disant de sécurité visant à dire que les extrêmes se rejoignent est de plus en plus contestée au sein du CRIF.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il y a maintenant une forme d'osmose entre une partie de l'extrême droite et les tendances dominantes au CRIF. Absolument. Tout à fait, de plus en plus. Et ça, bon, les Juifs, je pense, comme l'intégralité de la société française, et même on pourrait dire des sociétés occidentales, est aussi entraînée dans un processus de fascisation, de radicalisation, c'est très clair, mais il y a aussi des phénomènes spécifiques qui sont liés à précisément l'hégémonie sioniste au sein des communautés juives, et donc leur facilité à se rallier à des visions en termes de choc des civilisations, de grands emplacements, de peur et donc de haine des Arabes et des musulmans et des exilés de manière générale. Alors, dans ce cadre-là, vous revenez assez longuement sur la question du fameux sionisme de gauche. Je vois tout de suite, question douloureuse, question vive. Vous revenez en particulier sur les reproches qui vous sont adressés. On avait publié aux médias, d'ailleurs, je crois, un texte dans lequel vous réagissiez et vous demandiez si les juifs antisionistes étaient encore juifs, au fond. Et vous en preniez au discours dominant chez ceux qui se présentent soit comme des sionistes de gauche, soit comme des juifs de gauche qui cherchent un juste milieu en ce qui concerne la question sioniste palestinienne. Oui. Bon, je pense que avec la séquence qui a été ouverte par le 7 octobre, la question du sionisme est devenue, bon, évidemment centrale dans le débat public. Et en réalité, pendant longtemps, il y a eu toute une partie nous on appelle les sionistes de gauche qui ont pu défendre des positions du type on défend la solution à deux États, on souhaite parvenir à une paix juste et durable, il faut qu'Israël renonce à la Cisjordanie et à Gaza, etc., afin de parvenir à cette paix. Or, cette position, historiquement, ne prend pas en compte le fait que le projet sioniste dans son ensemble, depuis les origines, et c'est-à-dire l'intégralité du territoire israélien, constitue en réalité un projet colonial qui a été fondé sur la spoliation des terres palestiniennes, le nettoyage ethnique de la Palestine, c'est-à-dire la Nakba de 1948, et que si on veut réellement prendre en compte la question de la justice vis-à-vis à rendre au peuple palestinien, il faut prendre en compte l'intégralité d'Israël comme un régime colonial. Et la question du droit au retour, et je préciserai une chose, c'est que même si je pense vraiment que certaines et certains militantes et militants au sein de ces organisations sont sincères lorsqu'elles se considèrent comme actionnistes et qu'elles ne veulent pas se positionner. Bon, moi je rappellerai que dire actionniste, c'est comme dire raciste ou acolonial, puisqu'on parle quand même d'une idéologie qui est une transposition des idées racialistes de la modernité capitaliste européenne et nationaliste du 19e siècle. Elles ont quand même un point commun. C'est leur fragilité et leur difficulté à employer tout simplement le terme de génocide aujourd'hui. Et moi, c'est quelque chose qui met de plus en plus la puce à l'oreille. Je pense sincèrement qu'elle condamne, qu'elle condamne le génocide ou ce qu'elles appellent du coup les massacres, quand même, parce que bon, bah voilà, c'est des personnalités de gauche. Mais le fond en fait de remettre en cause les fondements et l'aspect racialiste des structures de l'État israélien, non seulement pour les Palestiniennes et les Palestiniens, mais aussi historiquement pour les Juifs et les Juifs entre eux, c'est quelque chose en fait sur laquelle elles ne s'attardent jamais quand on leur pose la question. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté le fait que parler de génocide, reconnaître qu'il y a une entreprise génocidaire, ça serait finalement toucher à quelque chose de presque impossible à toucher, à savoir que des gens qui se réclament de la judéité eux-mêmes seraient engagés dans un génocide. Finalement, ça met en cause l'exceptionnalité absolue du judéocide européen. Le génocide ne serait plus seulement quelque chose qui aurait été fait contre les juifs, mais il pourrait aussi y avoir des génocides perpétués par des juifs. Ça a une dimension complètement inacceptable. Mais il y a aussi un discours qui, c'est un peu ce qu'il y a derrière, je pense, ce que tu suggérais aussi, qui dénie radicalement l'histoire de l'État d'Israël. Sa réalité historique colonialiste. C'est aussi un casus belli dans les discussions avec les sionistes de gauche que de rappeler la réalité du colonialisme de peuplement.
Alors moi je pense pas qu'elle nie par exemple le génocide des Tutsis, ni celui qu'il y a eu en Bosnie ou le génocide arménien. Hein. Je pense pas. Je pense qu'elles ont vraiment une difficulté qui est et peut-être même en tout cas en lisant leurs échanges sur X, qui est pas la meilleure source d'information, je te l'accorde, qu'elles seraient prêtes à reconnaître certains génocides qui n'ont pas encore été. Je pense que c'est vraiment spécifiquement sur cette question-là. Maintenant je suis pas dans leur tête, donc je vais pas spéculer sur ce qu'elles pensent non plus, quoi. Je pense quand même qu'il y a une espèce d'inconséquence fondamentale liée à cette position, qui est à la fois d'un attachement viscéral et qui peut tout à fait s'expliquer historiquement, qui est aussi une production historique et sociale, aux projectionnistes, et l'impossibilité d'admettre que la réalisation de ce projectionniste et sa conclusion, aujourd'hui, ça a été dans un premier temps le nettoyage ethnique et aujourd'hui le génocide. Et faute de pouvoir allier ces deux réalités matérielles, ils en sont réduits à une forme d'inconséquence qui essaye de distinguer un bon sionisme originel d'un mauvais sionisme, d'une trahison du projet sioniste par l'extrême droite israélienne. Il y a beaucoup d'insistance sur le fait que c'est Netanyahou et son gouvernement qui est criminel, parce qu'ils sont évidemment. Mais il faut encore une fois rappeler que c'est la gauche israélienne qui a mis en place la Nakba et que dès les origines du sionisme, le sionisme de gauche avait un rapport à la population indigène qui était particulièrement, explicitement colonial et potentiellement génocidaire. Ouais, il y a même un passage terrible là-dessus où vous distinguez entre le capitalisme d'exploitation, le colonialisme d'exploitation et le colonialisme économique. Pour le premier, au fond, les autochtones sont une matière à exploiter, hein, et vous prenez le modèle de l'Afrique du Sud, c'est-à-dire qu'on a encore besoin d'eux. Pour le second, plutôt sur le modèle des États-Unis ou de l'Australie, et ce serait aussi le cas d'Israël, mais ça correspondrait au sionisme travailliste. Les autochtones, en fait, formeraient une population dont il faut se débarrasser, hein, dont on n'a rien d'autre à faire que de s'en débarrasser, en la faisant partir si possible, ou pire. Les déclarations de Golda Meir ou de Ben Gourion à ce sujet sont quand même assez explicites. En fait, c'est ça. Il y a un débat qui a agité le mouvement sioniste en train de se constituer dans les années 20 autour de la question de ce qu'on appelle le travail juif. La droite et la bourgeoisie sioniste étaient dans une volonté d'exploiter économiquement la population indigène arabe, dans une perspective capitaliste assez classique. La gauche du mouvement sioniste à l'époque, au contraire, considérait que ce serait faire dépendre le succès du projet colonial de cette population et voulait donc plaider pour réserver le travail aux seuls arrivants juifs, aux colons juifs. Sauf que la conclusion logique de ça, c'est que la population autochtone qu'on n'exploite même plus devient parfaitement surnuméraire. Et la conclusion logique de cette réflexion, c'est qu'il serait mieux que cette population ne soit pas là ou qu'elle n'existe plus. Vous en arrivez finalement à la fin de la démarche à considérer, je vous cite, qu'il faut libérer la judéité du sionisme. En identifiant finalement ce développement historique qu'a été le sionisme comme l'élément majeur constitutif aujourd'hui d'une certaine judéité qui n'est pas la seule et dont il faudrait qu'elle se libère au fond. Oui, historiquement, le sionisme, à ses débuts, était très largement minoritaire au sein du monde juif. Je pense que c'est important de le rappeler. D'ailleurs, l'UJFP avait publié un livre recensant un certain nombre de textes qui s'appelle « L'antisionisme, une histoire juive » qui retrace l'histoire de cette opposition juive au projet sioniste. Et deux des autrices de ce livre sont venues en parler dans un épisode de La Grande H. Ouais. Et avec la Shoah, toute une partie de cet antisionisme juif a disparu pour bonne et simple raison que les gens sont morts. C'est notamment toute la tradition de gauche bundiste qui a été massivement exterminée. Les juifs du Yiddishland, hein, en fait, de Pologne, de Russie occidentale. Oui, et de Grèce aussi, où il y avait quand même la Fédération ouvrière de Thessalonique qui était exactement sur la même ligne politique. Absolument. Et il y a eu, suite à ça, un ralliement de plus en plus important des Juifs au projet sioniste. Et la réalité, c'est que le projet sioniste a réussi de ce point de vue. Aujourd'hui, Israël constitue le centre du monde juif contemporain. C'est une situation à partir de laquelle on doit réfléchir.
Il y a des différences selon les pays, et là je pense que Jonathan pourra en dire plus que moi là-dessus. La situation en France et aux États-Unis n'est par exemple pas la même, mais en tout cas, il faut prendre acte de cette situation aussi pour essayer de penser ce que pourrait être une judéité qui dépasserait le sionisme. Et c'est pour ça qu'en fait, nous, des fois, il y a beaucoup justement de personnes dont tu as parlé tout à l'heure, genre les assionistes ou les sionistes de gauche, pour qui, en fait, se positionner sur la question de la Palestine est une injonction. Mais malheureusement, le fait est qu'en fait, on ne peut pas faire comme si la question du sionisme et de l'État d'Israël n'était pas omniprésente chez les différentes communautés juives, hein, qu'elles soient laïques, religieuses, pratiquantes ou non. C'est une question qui revient régulièrement sur la table, y compris chez des familles qui sont quand même en voie d'assimilation, voire même quasiment assimilées. C'est une ligne de démarcation politique sur laquelle on est obligé de se positionner un temps, et encore plus lorsqu'on prétend être des militants antiracistes. D'autant plus que le lien entre les différentes communautés pseudo-représentatives, même si bon, voilà, soyons honnêtes, elles le sont quand même pas mal, par le biais religieux ou par le biais communautaire, et l'État d'Israël est beaucoup plus fort ici, par exemple, et beaucoup plus fort qu'aux États-Unis aussi, parce que la construction de ces deux États-nations sont absolument pas les mêmes. Oui, absolument. Là, on voit qu'en France, on n'a évidemment pas de statistiques là-dessus, mais il y a quand même une part considérable des juifs français qui sont sionistes. Il ne faut pas se le cacher. Alors qu'aux États-Unis, la situation est quand même sensiblement différente, avec un certain nombre d'études ou de sondages qui laissent penser que c'est quand même beaucoup plus équilibré, qu'il y a des évolutions beaucoup plus encourageantes de ce point de vue qu'à ce jour en France. Mais ça s'explique par la structuration et par l'histoire spécifique des communautés juives états-uniennes et des communautés juives françaises. Et notamment en relation avec l'histoire de la France coloniale en Afrique du Nord. Absolument. Bah oui, il y a aussi ce facteur-là. Malheureusement, à ma connaissance, il n'y a pas encore énormément d'études qui ont été faites là-dessus. Et c'est quelque chose aussi qu'on observe en Israël, dont parlait très très justement Abraham Serfati, la fascisation ou là, en tout cas au minimum la droitisation des communautés juives issues des pays du Maghreb et du Moyen-Orient. Les populations juives arabes se sont ralliées massivement. Oui, parce que malheureusement, une partie des populations juives arabes se sont ralliées aux formes les plus dures et les plus extrêmes du sionisme. Je rappelle qu'en Israël, aujourd'hui, c'est quand même 55%, c'est autour de 55% de la population juive en Israël qui est originaire des pays du Maghreb et du Moyen-Orient. Et puis en France, c'est vrai qu'il y a d'une part aujourd'hui, je crois qu'il y a une majorité des Juifs français qui viennent d'Afrique du Nord, avec l'histoire coloniale qui passe par. C'est quelque chose qu'on rappelle dans le livre, mais le décret Crémieux a été un moment très important en 1870. Tout à fait. C'est donc la Troisième République qui décide de conférer la citoyenneté française aux Juifs d'Algérie. Juifs d'Algérie qui étaient là depuis aussi longtemps que les musulmans d'Algérie en réalité. Et qui étaient arabes eux-mêmes. Oui, qui étaient absolument arabes, qui étaient des Algériens comme les autres, même si... Et qui vont finir par se penser français en opposition aux indigènes, puisque dans le même temps, on maintient le statut de l'indigénat pour les indigènes non juifs, c'est-à-dire musulmans. Il y a quelque chose, moi, qui m'a beaucoup frappé il y a quelques jours de ça. J'ai vu Zemmour qui explique que ses parents étaient des pieds noirs. Ce qui veut dire que, alors que les pieds noirs, ça désigne les Français qui sont venus... c'est les Français transplantés en Algérie au cours d'un processus de colonisation de peuplement. Donc c'est pas du tout la même chose que les Juifs arabes d'Algérie. Mais malheureusement, il me semble que, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que l'expression juif pieds noirs qu'on a utilisée avant pour qualifier des populations juives issues de l'immigration postcoloniale est directement héritière de la guerre d'Algérie. Et absolument. Et donc, il y a cette histoire particulière d'une partie des Juifs français vis-à-vis de l'histoire coloniale française, et donc avec le fait d'avoir été ralliés à la puissance coloniale à travers le décret Crémieux ou des politiques qui ont visé à favoriser les minorités juives au détriment des populations musulmanes dans les colonies françaises d'Afrique du Nord. Donc il y a ce ressentiment-là, avec parfois un fort traumatisme du déracinement, d'avoir été arrachés à ce qui était leur pays. Après l'indépendance. Après l'indépendance. Évidemment, il y a eu des conséquences de cette différenciation entre indigènes
ceux qui bénéficient du décret Crémieux parce que juifs et les autres qui restent dans l'indigénat, des conséquences de cette différenciation à retardement au moment de la guerre d'indépendance algérienne et du départ de la France. Tout à fait. Donc il y a toute cette histoire compliquée vis-à-vis de leur arabité pour ces populations juives. Donc ça, c'est pour une part de la communauté juive française. Et pour l'autre part, il y a la question, notamment les Ashkénazes, il y a toute l'histoire de la participation de la France au génocide des Juifs, à la Shoah, avec la collaboration qui explique aussi que ça a pu être peut-être pour eux plus difficile de se dire pleinement français, puisque le modèle assimilationniste traditionnel avait d'abord conduit à l'affaire Dreyfus, puis in fine à la collaboration et donc à l'extermination, et qui ont pu trouver dans le projet sioniste une espèce de projet de substitution. Et en dehors du sionisme, il y a aussi le fait que il y a certaines communautés juives, et notamment je pense à gauche, qui, par le biais de l'intégration ou de l'assimilationniste, en fait, ont peu à peu renoncé à leur judéité. Ça peut s'expliquer pour plein de raisons, hein. Les traumatismes intergénérationnels liés directement à la Shoah ont demandé de cacher son identité, tout simplement. Et tout simplement, au bout d'un certain temps, un certain manque d'attache à entretenir une culture ou une tradition qui fait qu'aussi ces identités juives moins liées à la vie communautaire et moins liées à la vie religieuse qui autrefois rythmaient une partie de la vie de ces communautés a fini par s'estomper au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et juste sur le décret Crémieux, quelque chose qui est quand même intéressant à étudier, c'est qu'il n'a pas frappé toutes les communautés juives, enfin, il n'a pas non plus été mis en place pour toutes les communautés juives. Pour certaines, ça s'est fait au fil des décennies, justement parce qu'on considérait qu'elles étaient inassimilables. J'ai un ami, par exemple, qui est d'origine juive touareg, qui m'a dit que lui, au sein de sa famille, ce décret ne s'appliquait pas parce que leur identité amazigho-arabe, et pour le coup beaucoup plus amazigh, était tellement importante qu'on considérait qu'en fait, on allait faire aussi des exceptions parmi les juifs et les juifs entre eux. Et donc, ces histoires spécifiques des différentes communautés juives françaises, je pense, expliquent aussi le succès du sionisme en leur sein, qui peut être, pour le coup, différent de ce qui a pu être l'histoire des juifs états-uniens. Voilà, puis sans compter aussi à un moment aussi le poids de certaines formes de nationalisme arabe qui n'ont absolument pas arrangé les choses, voire même encouragé à une certaine montée de la judéophobie sur laquelle en fait l'agence sioniste a complètement pu jouer pour inciter les personnes à partir en Israël. Et une dernière chose aussi, c'est qu'on parle quand même pour beaucoup de filles et de fils d'immigrés qui sont allés chercher du travail pour obtenir des conditions sociales qui est meilleures. Et ça, il y a toujours eu une tradition liée à l'assimilation et à l'intégration pour des familles d'exilés qui viennent d'arriver quelque part, tout simplement. C'est-à-dire qu'ils sont allés chercher de meilleures conditions. Ils sont allés chercher des meilleures conditions de vie en Europe, en fait, mais comme on a pu l'observer, en fait, avec toutes les vagues d'immigration postcoloniale de l'époque. Hein. Absolument. Et puis, je pense aussi que à chaque fois qu'on parle du sionisme, c'est quand même aussi important de retracer la responsabilité première, qui est la responsabilité des États impérialistes occidentaux dans cette histoire-là, et rappeler par exemple que au lendemain de la Shoah, il y avait des populations massives de réfugiés qui ne pouvaient pas retourner chez eux sans risquer de mourir, parce que beaucoup ont eu malheureusement, beaucoup ont été tués en rentrant chez eux au sortir des camps, et que les États-Unis, l'Angleterre, la France, etc. ont refusé massivement d'accueillir ces populations de réfugiés et qui n'ont eu d'autre solution que d'aller en Israël. Et certaines étaient restées, certaines qui avaient par ailleurs contribué à la résistance, moi je pense à Macha Rabin, n'ont pas pu obtenir leur nationalité, voire même ont été expulsés, me semble-t-il. C'est-à-dire que la logique de la conférence d'Évian en 1938, je crois, au cours de laquelle les États d'Europe de l'Ouest refusent d'accueillir les Juifs qui sont persécutés à l'Est, elle se prolonge malgré le judéocide, malgré la découverte du judéocide, au lendemain de la libération des camps, et l'Europe préfère, et les États-Unis préfèrent exporter en Palestine ce qu'ils considèrent comme un problème juif, plutôt que de créer enfin des sociétés occidentales non racistes, quoi. D'autant que pour toute une partie des États occidentaux, dans un contexte marqué par le début de la guerre froide, considéraient que les Juifs étaient quand même des agents communistes infiltrés. Et donc, ça constituait un risque de les accueillir. D'ailleurs, même si l'État israélien naissant a
tirer profit de l'arrivée de cet afflux massif de juifs pour assurer une forme de suprématie démographique nécessaire au succès de son projet. Les rapports des premiers sionistes vis-à-vis des survivants de la Shoah ont été extrêmement compliqués. C'est des questions qui ont été déjà abondamment traitées, mais il y avait tout un mépris, puisque le sionisme, c'est une promesse de revitalisation des Juifs par la force, par le fait de se constituer en armée, de travailler la terre, etc. Il y avait tout un mépris dans lequel étaient tenues ces populations qui avaient survécu à la Shoah et qui, selon le cliché, s'étaient laissés mener à la mort comme des moutons à l'abattoir. Oui, et ça prend racine avant même le judéocide dans les théories raciales qui président au sionisme. Vous citez notamment Arthur Rupin, avec un fun fact que je ne connaissais pas. Vous racontez qu'en fait la grande avenue qui mène à la Knesset aujourd'hui, donc à Tel Aviv, s'appelle l'avenue Arthur Rupin. C'est un des grands théoriciens du sionisme et il s'illustre notamment par une étude qui prétendrait scientifiquement faire une taxonomie des nés juifs. Ça, c'est absolument hallucinant. Il reste finalement, ça reste une figure du sionisme, disons, qui n'est pas à questionner. Absolument. En fait, il faut vraiment avoir à l'esprit que les pères fondateurs du sionisme, à commencer par Herzl, mais également Rupin, Nordau, etc., étaient des Européens de leur époque. C'est-à-dire des personnes qui croyaient à l'existence des races biologiques et qui étaient empreints de l'idée que le colonialisme était quelque chose de parfaitement naturel, de parfaitement normal, de parfaitement légitime, qu'il y avait une supériorité de certains peuples, de certaines cultures, de certaines races sur d'autres, et que si les Juifs, par la vie diasporique qu'ils avaient menée jusqu'à présent, avaient été largement cantonnés à des rôles de faibles, dévirilisants, etc., le projet sioniste avait pour ambition de les revitaliser et d'en faire des Juifs nouveaux. Et donc, il est assez peu surprenant que parmi les pères fondateurs du sionisme, on trouve des personnes partisanes de l'idée qu'on puisse faire une taxonomie des Juifs. Et qui ont d'ailleurs, enfin, moi j'insiste toujours là-dessus, racialiser les juifs et les juifs aussi entre eux. Parce que Rupin, les discours que tient Rupin vis-à-vis des juifs orientaux, enfin il les appelle les juifs orientaux, mais du coup il parle des juifs du Moyen-Orient et du Maghreb, qu'il appelle séfarades, vont par la suite avoir des conséquences concrètes dans les discriminations qu'ont subies une partie des juifs, alors des juifs, et notamment, je pense notamment à la communauté yéménite, qui a toujours été en proie à des discours racistes extrêmement forts, et même une politique d'exclusion qui est complètement l'héritière de ces théorisations de la race. Et je pense que c'est quand même intéressant d'étudier le cas de Rupin, parce que souvent on parle de Nordau et de Herzl, mais Rupin c'est quand même quelqu'un qui a eu une influence concrète dans la conceptualisation des kibbutz, par exemple. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que justement, souvent, on présente le sionisme de gauche dont Ben Gourion était issu, etc., avec le sionisme de droite incarné par une figure comme Jabotinsky, qui revendiquait ouvertement sa sympathie pour le fascisme italien, notamment. Mais il faut avoir à l'esprit que les personnes dont on parle pouvaient absolument appartenir, c'est le cas de Rupin, à l'aile gauche du sionisme. Et que, y compris ces idées racialistes, coloniales, etc., n'étaient pas cantonnées au sionisme de droite fascisant de Jabotinsky, mais imprégné en réalité l'intégralité du mouvement sioniste. Ce qui n'a pas, dans le cas de Rupin, ça l'a pas empêché d'échanger avec Hans Günther, qui était quand même un des théoriciens de la race chez les national-socialistes. Ça, c'est documenté. Oui, ils étaient convenus entre eux qu'il n'y avait pas de hiérarchie, qu'il y avait une différenciation des races à maintenir et à renforcer, mais que pour qu'ils puissent discuter, évidemment, il fallait que l'interlocuteur nazi reconnaisse qu'il n'y avait pas d'infériorité fondamentale de la race juive. Alors après, attention, je dis ça pour pas que ce soit mal interprété. On n'est pas en train de dire que le sionisme c'est la même chose que le nazisme. Entendons-nous bien quand même, au cas où il y aurait des personnes de mauvaise foi qui veulent nous faire dire des choses qu'on ne dit pas. Non, mais il y a une matrice commune qui remonte au 19e siècle, bien avant le nazisme, voilà, qui est la conception raciste de l'humanité, tout simplement, dans des théories qui s'enracinent dans des théories pseudo-scientifiques qui proviennent notamment de la France, d'ailleurs, avec Gobineau et quelques autres. Oui. Et qui imprégnait également des mouvements de gauche français à l'époque. En réalité, c'est vraiment aussi une espèce de bain culturel et de bain idéologique qui est, comme tu le disais à l'instant, une matrice commune de beaucoup de phénomènes
politique du XXe siècle. Ouais, de gauche, mais sans qu'il y ait... en rappelant quand même au cas où que l'antisémitisme de gauche, s'il existe, c'est par des cas individuels, tout simplement parce qu'on est tous imprégnés par des idées racistes. Donc il y a de fortes chances qu'un jour on ait affaire à des propos antisémites ou à des cas antisémites à titre personnel, mais que la lutte contre l'antisémitisme, contrairement aux autres formes de racisme, a été un élément constitutif de la création du bloc des gauches pendant l'affaire Dreyfus, sur lequel aucune organisation de gauche n'est jamais revenue. C'est quand même important de le préciser, je pense. Mais alors on peut peut-être revenir là-dessus pour finir, parce que cette question de l'antisémitisme de gauche, qui est aujourd'hui, seulement depuis en gros 2 décennies, mise sur le devant de la scène, à tel point qu'il devient scandaleux aujourd'hui de dire qu'en réalité non, si on regarde de près, l'antisémitisme de gauche dont on parle partout, on ne le trouve pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'antisémitisme qui soit attaché à des idées, à un projet, à des conceptions sociales spécifiquement de gauche. Et il ne s'agit pas de dire d'ailleurs qu'on doit faire une histoire dorée de la gauche, parce que en revanche, il est évident que le colonialisme est profondément lié à des idées de gauche. L'islamophobie est profondément liée pour partie à des idées de gauche. Il suffit de voir ce qui s'est passé au Parti de gauche ou à LFI quand, en 2019, LFI choisit de manifester, vous le rappelez, c'est un moment absolument charnière dans l'histoire contemporaine de la gauche française contre l'islamophobie. Il y a toute une partie des troupes qui étaient issues notamment du Parti de gauche, je pense à quelqu'un comme Pénard Ruiz, qui théorise, revendique l'islamophobie. Il y a effectivement une partie de la gauche à laquelle on peut reprocher l'islamophobie. En revanche, historiquement et actuellement, on ne voit pas bien en quoi consisterait un antisémitisme de gauche. On pourrait imaginer, par exemple, que la gauche reproche une forme de religiosité, une actualisation du religieux sous la forme juive, pour faire de la judéophobie. Mais ce n'est pas le cas, parce que précisément, il y a plein d'autres éléments qui font qu'en quelque sorte, le judaïsme est exempté de cette critique de gauche du religieux, qui en revanche justifie l'islamophobie. Peut-être qu'on peut revenir là-dessus, c'est quelque chose que vous évoquez aussi, la dimension comprise aujourd'hui, les accusations d'antisémitisme contre la gauche, spécifiquement contre la gauche, en France. En fait, c'est toute la question de ce qu'on appelle le nouvel antisémitisme. Voilà. Le nouvel antisémitisme, d'ailleurs, je renvoie au livre paru à la Fabrique contre l'antisémitisme et ses instrumentalisations, avec un chapitre de notre camarade Maxime Benatouil consacré spécifiquement à la question du nouvel antisémitisme. Mais le nouvel antisémitisme, c'est une idée qui a été développée notamment dans les années 70, avant d'être popularisée notamment à partir des années 2000 dans l'intégralité du monde occidental, que l'antisémitisme avait muté, que alors qu'il avait historiquement été porté par la droite, l'extrême droite, les nationalistes, etc., l'antisémitisme avait évolué et était aujourd'hui porté premièrement par les forces de gauche et par les différentes populations issues de l'immigration postcoloniale. Et au cœur de cette mutation, il y a précisément l'idée d'affirmer que, alors que l'antisémitisme passé visait les juifs en tant que juifs, le nouvel antisémitisme visait les juifs en tant qu'État, et notamment visait l'État d'Israël en tant qu'État, en tant que juif parmi les nations. Et à ce titre-là, tout discours critique d'Israël était assimilé à l'antisémitisme, et c'est quelque chose qu'on voit parfaitement à l'œuvre et qui est devenu évident dans le traitement médiatique de la question de l'antisémitisme depuis 2 ans. Et on voit très bien cet enrôlement du sionisme, en quelque sorte, de l'État sioniste, l'État d'Israël, et de la mémoire du judéocide, dans cette définition qui a été avancée officielle de l'antisémitisme, et que l'État d'Israël, mais aussi des associations juives, essayent de promouvoir. Cette définition qui, je crois, vous le relevez dans le livre, donne 11 exemples de propositions qui doivent être tenues pour antisémites, parmi lesquelles 7, en réalité, renvoie directement à Israël. Par exemple, dire que la naissance et le développement de l'État d'Israël seraient liés à un processus raciste, ça serait une proposition antisémite. Voilà typiquement le genre de détournement auquel on est confronté. Oui, et puis là, on est confronté à une offensive qui détourne justement le simple aspect sémantique par la mise en place de lois.
on a beaucoup parlé de la loi Yadan, donc je ne vais pas revenir là-dessus, mais je rappelle qu'en fait, il y a une proposition de loi qui a été faite par Aurore Berger, qui a été validée par l'Assemblée nationale, qui stipule que justement, une contestation de la définition de l'IHRA est une forme d'antisémitisme et elle est actuellement acceptée dans l'enseignement supérieur. Ce qui a d'extrêmement dangereux dedans, c'est évidemment le désir de cibler les étudiantes et les étudiants qui se mobilisent massivement pour la Palestine, mais c'est aussi une attaque face à la recherche et face à l'enseignement qui va ouvrir des portes de criminalisation envers des personnes qui en fait font des recherches sérieuses sur le sujet. Et je pense qu'il y a réellement une offensive à mener en fait pour faire adopter la définition de Jérusalem qui, elle, accepte la critique des fondements d'Israël sous forme de racisme et stipule que BDS n'est pas que boycotter qu'appeler à boycotter, désinvestir et à sanctionner l'État d'Israël n'est pas une forme d'antisémitisme. Mais je rappelle quand même encore une fois qu'il y a déjà une loi qui est passée et que celle de Caroline de Caroline Yadan s'inscrit complètement dans cette dynamique où d'ailleurs nous trois sur le plateau nous serions passibles d'une peine de prison ferme en revendiquant nos positions politiques. Oui, et puis sur cette question de risque considérable qui pèse sur la production intellectuelle ou sur le simple fait de produire des discours politiques ou militants. Parmi les autres exemples présents dans la définition de l'IHRA, donc l'Institut pour la mémoire de l'Holocauste, qui a créé cette définition opérationnelle de l'antisémitisme, soi-disant. Donc il y a le fait d'affirmer que le sionisme est le fruit d'une entreprise raciste, mais il y a aussi, par exemple, le fait de comparer des politiques ou des actions menées par l'État d'Israël aux crimes nazis. Donc ça pourrait tout simplement vouloir dire que le simple fait de parler de génocide relèverait d'une forme d'antisémitisme, quand bien même ce serait parfaitement documenté. Et c'est d'autant plus absurde que la catégorie même de génocide, telle qu'elle a été pensée par le juriste juif d'origine polonaise Raphaël Lemkin, se situait immédiatement dans une ambition comparatiste. Oui. Et il pensait aussi bien donc au génocide arménien que aux massacres menés par le nazisme contre les populations slaves, et l'idée de absolument sanctuariser l'idée de génocide à la seule Shoah lui était parfaitement étrangère. Merci beaucoup, messieurs, Élie Dupré, Jonathan Rufdan, d'être venus parler de ce livre. Donc, vous êtes les co-auteurs, donc, ce livre que j'ai trouvé vraiment excellent, je le dis très franchement, qui est très éclairant sur toute une série de problèmes qui sont vraiment pas simples à démêler aujourd'hui. Lutter en rupture, lutter en solidarité. Un livre donc qui présente en forme de bilan, en quelque sorte, de 2 ans et demi d'action, le collectif Tzedek, collectif juif décolonial, aux éditions Premier Matin de Novembre. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation et on incite encore une fois les personnes qui vont regarder cette émission à suivre les travaux de notre maison d'édition Premier Matin de Novembre parce qu'elle le mérite amplement. Et merci beaucoup d'avoir suivi ce numéro d'On s'autorise à penser. Grande nouvelle, désormais vous pouvez regarder le média si vous avez les box Orange sur le canal 235, c'était déjà le cas si vous aviez une box Free, et c'est toujours le cas, canal 165. Et puis, bien sûr, vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur YouTube. Je vous rappelle que le média ne vit que de vos abonnements et de vos dons. Rendez-vous sur la page du média, lemediatv.fr sur Internet. À bientôt sur le média.